Bonjour et bienvenue à cette dernière table ronde de la journée à Rhône Santé. Donc nous allons aborder une table ronde extrêmement importante, il me semble, peut-être même centrale dans tout ce dans tout ce qui a été vu et dit depuis le début de ce salon. Il s'agit du besoin en compétences. Alors, moi, pour vous en parler, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a peut-être un sentiment d'urgence qui devrait habiter les autorités compétentes en matière de métier du soin et du médico-social. Alors, si l'île et le territoire restent attractifs pour l'instant, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et il faut bien comprendre qu'il y a quand même beaucoup de personnes, de jeunes, qui hésitent à se lancer dans ces métiers, qui sont des métiers exigeants, même s'il y a d'autres compensations, on peut dire. Et puis, beaucoup aussi les quittent ces métiers du soin et du médico-social parce qu'ils sont épuisés à cause de charges de travail trop importantes, entre autres. Voilà, et je pense que c'est important que un débat soit posé aujourd'hui, un débat ou en tout cas une discussion, des échanges sur ces questions qui sont pas nouvelles, mais qui méritent néanmoins d'être poursuivies, d'être approfondies. Et nous allons le voir avec nos interlocuteurs de ce soir. Alors, pour lancer peut-être le sujet, je vais me tourner peut-être vers vous, Madame Pelassi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un souci au niveau de l'attractivité sur l'île concernant les métiers du soin et du médico-social? Merci de me donner la parole en introduction. Alors, j'ai envie de dire que non, on n'a pas de problème d'attractivité sur l'île. On est très attractif et je dirais, quel que soit le métier. En revanche, après, ce qui va être, je dirais, plus compliqué, c'est d'orienter les professionnels vers des activités qu'ils ne souhaitent pas toujours. Et notamment, je pense qu'on peine parfois à recruter dans le médico-social. Mais peut-être donc le représentant de Père Favron pourra nous en dire davantage. Mais sinon, on est attractif. Et sur la Réunion, on a également aussi mis à disposition de tous les Réunionnais des formations dont on pourra parler tout à l'heure sur 14 métiers différents. Voilà. Monsieur Derweiler, oui, il est branché. Vous pouvez y aller. Ah non, ils sont branchés. C'est bon? Voilà, c'est bon. Oui, en fait, il y a quand même un problème d'attractivité et un problème de recrutement. Alors, le problème, c'est que ça se situe au niveau... Ça dépend des métiers, ça dépend des périmètres géographiques et ça dépend des secteurs. Alors, je reprends le premier point. Au niveau des professionnels, on a énormément de difficultés à recruter tout ce qui concerne la rééducation, kiné, ergo, psychomote. Ou alors ils viennent, et c'est un problème de fidélisation, parce que très vite, pour certains, on va faire l'essentialisme un peu déplacé, mais beaucoup vont aller vers le libéral. Donc il y a la porte d'entrée, qui est le privé salarié, et ensuite on bascule ailleurs. On a beaucoup de problèmes aussi sur les médecins spécialistes. Sur les généralistes, c'est par vague. Parfois, on a du mal à trouver des généralistes. Et pour certains, alors c'est le phénomène inverse, ils quittent le libéral pour venir chez nous, notamment dans le secteur des personnes âgées. Alors, ne parlons plus des médecins en pédiatrie, médecins de rééducation fonctionnelle, c'est quasiment impossible à trouver. Aujourd'hui, on en est, par exemple, à proposer un poste à temps plein sur des 0,50. Il faut essayer de fixer, de répartir ensuite, en fait, engranger pour l'hiver, quoi, quelque part, si je peux me permettre cette liberté de ton. Le deuxième paramètre, c'est les périmètres géographiques. Alors, il y a un déséquilibre chez nous, à savoir qu'on a un établissement dans l'Est et c'est très difficile de pouvoir avoir certains postes. Ou alors les professionnels viennent et très rapidement demandent à faire preuve de mobilité pour venir dans l'Ouest ou le Sud.
mais rarement la mobilité, c'est pour aller dans un autre établissement de l'Est. Hein. Je ne vois pas trop de cas de figure dans ce sens. Alors, est-ce dû à la région? Est-ce dû au public qui est difficile? Et là, j'y viens sur le troisième point. La pénurie, en fait, ou la difficulté de l'attractivité, ça dépend, parce que nous, on a 4 filières. Filière personnes âgées, filière handicap, enfants, filière handicap adulte et la filière sociale. La filière la plus facile à pouvoir voir, c'est la filière personnes âgées. En revanche, après, il faut faire le mix encore. Hein. Après, on fait une matrice, territoire géographique, professionnel. Mais c'est vrai que le secteur personnes âgées est plus facile capte plus de professionnels. Et pour le handicap, c'est un peu plus compliqué, vu la nature du public. Et filière enfants handicapés, c'est assez facile quand même. Reste un autre point, c'est la fidélisation de ces personnels. Et puis un autre aspect du débat que je pense qu'on abordera plus tard. Mais justement, sur la question de la fidélisation, en fait, si j'ai bien compris, l'une des stratégies, ce serait de davantage former localement. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a Monsieur Bélier, vous sentez qu'il y a une forme de désaffection des Réunionnais, une évolution un peu négative, on vous dira, vers les métiers du soin et du care? Est-ce qu'il y en a moins qu'avant, en fait? Alors, effectivement, quand on aborde la question des compétences et des besoins, la question centrale, c'est est-ce qu'on va pouvoir mettre le bon professionnel au bon endroit, au bon moment, avec les besoins de tel patient et toute la population? C'est vraiment ça le sujet. Comme disait notre collègue de Père Favron, effectivement, il y a un premier sujet, c'est l'attractivité pour la formation. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes ont envie de suivre ces formations? Alors, on est probablement atypique à La Réunion, mais on n'a absolument pas cette problématique. On a même des chiffres qui sont très nettement supérieurs à ceux de la moyenne nationale, puisque un seul exemple, pour la formation d'infirmiers, notamment par la plateforme Parcoursup, nous avons 175 places qui sont disponibles pour entrer en première année par la voie Parcoursup, puisqu'il y a 232 places au total, mais il y a une deuxième voie d'accès. Pour cette voie, on a 3000 candidats qui se positionnent sur la plateforme Parcoursup. Donc vous voyez, c'est une des filières les plus sélectives à La Réunion. Donc on n'a pas de problématique d'attractivité pour se projeter dans ces métiers. Et c'est vrai pour les formations d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture. Et puis on a un mouvement un petit peu nouveau à surveiller de près, mais qui suit le mouvement national pour les sages-femmes. Nous ne faisons pas le plein. C'est un événement un peu nouveau. Voilà, c'est une situation un peu nouvelle qu'il faut suivre de près. Et on a une petite tendance aussi à la baisse pour les masseurs-kinésithérapeutes. Donc il faut voir si c'est contextuel ou si ça a vocation à se pérenniser. Donc c'est des points de vigilance. Mais vous savez qu'au niveau national, les facs de dentaire, pharma et les écoles de maïeutique ne font pas le plein. Donc on a un vrai sujet national. Pour la question de l'attractivité, une fois diplômé, nous n'avons pas de problématique d'attractivité, en tout cas dans la fonction publique hospitalière, secteur dans lequel je travaille et pour lequel j'exerce mes responsabilités. Alors il y a sûrement aussi un élément de contexte réunionnais, la question de la rémunération. Mais pas que, pour connaître et échanger avec les jeunes, parce qu'ils sont extrêmement ouverts et très cash sur leurs attentes. Le salaire fait partie une des conditions, mais pas que seulement. Ce sont les conditions de travail qui probablement est le premier critère qui vont leur faire choisir tel ou tel établissement. Et puis l'intérêt dans leur activité. C'est-à-dire, est-ce que mon activité dans cet établissement a du sens? Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que c'est en phase avec mes valeurs? Et je dirais presque que le salaire, c'est le troisième élément. Et puis la fidélisation. Alors là, c'est compliqué parce qu'il faut savoir les maintenir, savoir rester attractif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis il y a d'autres vecteurs, je pense, pour la fidélisation, c'est répondre aux attentes des professionnels. S'il y a un besoin de changement, je dis n'importe quoi, je suis en santé mentale depuis 5 ans, mais j'ai envie de changer, j'ai envie d'aller faire du bloc opératoire ou des urgences. Je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de répondre à leurs besoins et de les accompagner à leur prise de poste. D'où l'intérêt d'avoir un système de formation continue extrêmement réactif et qui réponde aux besoins des professionnels. Donc c'est aussi un des volets que nous développons particulièrement au CHU, mais pas que, également au GHER et le CHOR et le PSMR sont très proactifs sur ce volet-là. Merci. Je vais me tourner vers Madame Ouganseng. Justement, pour parler de cette question de mentorat, on l'évoquait un peu plus tôt, et peut-être un autre phénomène
qui semble réel, c'est celui qui concerne notamment les études d'infirmiers, où on voit qu'il y a parfois un taux d'abandon supérieur à ce qu'il était auparavant au cours du cycle, en fait. C'est que des élèves y vont parce qu'ils, via Parcoursup, on en parlait à l'instant, ils se disent bah oui, c'est bien, j'y vais, hop, je me mets sur la plateforme, et puis ils se rendent compte que peut-être que c'est pas pour eux, pour X raisons, et qu'ils arrêtent. Vous m'entendez? Ah ouais, ok. Donc Parcoursup est un outil génial et extrêmement rapide pour candidater à une formation, mais malheureusement, il retire aux candidats la proactivité. Faire des études d'infirmière, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Enfin, il y a des notions fondamentales d'empathie, d'engagement, de sensibilité, qui ne sont pas forcément toujours réfléchies quand le candidat va appuyer sur le bouton, quand il va sortir du bac. Il a 17 ans, il est tout frais. Il est content, ça s'est bien passé, et puis il a plusieurs choix. Donc spontanément, comme on le fait quand on scrolle sur les différents réseaux sociaux, on va se dire bah, tiens, je vais choisir ça, ça ou ça. Et donc spontanément, il va appuyer sur un bouton, mais sans avoir vraiment maturé cette décision de formation professionnelle. Parce que c'est une formation professionnalisante. Parce que très vite, on les met face à la réalité, face à la maladie, la vulnérabilité, la nudité, la douleur. Et les étudiants ne sont pas forcément préparés à ça. Donc quand vous dites 10% effectivement d'interruption rapide de scolarité, c'est parce que très vite, on les met face à une vraie réalité, celle à laquelle ils ne se sont pas préparés. Avant Parcoursup, les étudiants, on leur proposait un jury, on leur proposait un oral, où là, on mesurait leur engagement, on mesurait leur maturité, on mesurait ce qu'ils avaient dans la tête, si c'était bien maturé, si c'était bien préparé. Et puis, au regard de ça, effectivement, on faisait notre petit tri et ça nous permettait déjà, dans un premier temps, d'écrémer, si je puis me permettre, des candidats qui n'étaient pas totalement préparés à cette profession. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on a des étudiants, et là, on a à peu près 50% de nos étudiants qui ont moins de 20 ans quand ils arrivent. Ils ne sont pas majeurs, ils n'ont pas donc leur permis de conduire, ils n'ont pas aucune expérience de la vie finalement. Ils sortent du lycée et ils se retrouvent confrontés encore une fois à une formation qui est extrêmement exigeante, bienveillante, mais extrêmement exigeante. Voilà. Si. Et peut-être juste sur cette question des formations locales, parce qu'on sait qu'il y a ce projet d'école d'orthophonie qui va ouvrir, il me semble, à Saint-André, selon les dernières indications. Il y a le deuxième cycle de médecine qui a ouvert, ce qui est très bien. Il y a toutes ces formations que M. Ovelli a évoquées. Est-ce que ça a un intérêt et quel est-il de continuer à les développer localement et de faire en sorte qu'on en ait le plus possible sur l'île? Peut-être Madame Pelassi, justement, si vous pouvez nous en dire un mot. Je pense que ça a un intérêt de poursuivre et le rôle de l'ARS, c'est justement l'adéquation entre l'offre et le besoin. Donc là, c'est vrai qu'on constate, on a mené une enquête ARS. Je pense qu'on communiquera les résultats d'ici quelques mois. Et notamment, on constate que des professionnels qui sont diplômés infirmiers AS ne trouvent pas d'emploi à la sortie, à l'obtention du diplôme. Alors, on peut se poser parfois quand même quelques questions, notamment du statut. Quel est le statut des jeunes lorsqu'ils sortent? Est-ce qu'ils sont en CDI? Est-ce qu'ils ont des contrats précaires, CDD? On sait bien aussi que c'est difficile aujourd'hui lorsque l'on s'installe, on vient d'être diplômé, et du coup peut-être réfléchir un peu sur que faire et comment notamment rendre attractif le médico-social ou même des structures qui peinent à recruter. Je crois que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Peut-être Monsieur Derweiler et puis le docteur Léger sur ces questions-là, je pense que ça sera... Alors oui, effectivement. Alors pour reprendre un petit peu la notion d'attractivité, effectivement, les problèmes d'attractivité, en tout cas à La Réunion, sont plutôt sélectifs sur certains métiers. On parlait tout à l'heure de la médecine spécialisée. Pourquoi il est intéressant de développer encore les formations à La Réunion? Tout simplement parce que la médecine spécialisée demande aussi la réalisation bien souvent de DU, diplômes universitaires, diplômes interuniversitaires, qui bien souvent ont une exigence
de devoir se déplacer dans l'Hexagone. Ça peut être dans des grands CHU, Lille, ça peut être Poitiers, Bordeaux. Ça demande de devoir se déplacer. Et finalement, plus on arrivera à centrer cette formation continue et initiale d'ailleurs, plus on arrivera aussi à former localement et continuer à avoir de la médecine spécialisée d'organes, spécialisée de compartiments, peu importe. Pour ce qui est de fidéliser les professionnels de santé sur le territoire, c'est un problème ça marche. C'est un problème qui au-delà d'être réunionnais, qui est national. J'en suis un peu l'exemple finalement, parce que je suis médecin initialement de formation généraliste. J'ai été installé dans un cabinet en libéral dans le Finistère. La désertification, je l'ai connue, je l'ai vécue au quotidien pendant 2 ans et demi. J'ai vécu des rendez-vous pour mes patients qui étaient plus de 6 mois pour des cardiologues, pour des rhumatologues. C'est pas quelque chose qu'on vit ici à La Réunion. En tout cas, pas aussi franchement. J'ai par une perte de sens, bien souvent, parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on idéalise, quand on a 17 ans, un métier, on se projette dans quelque chose, et puis l'enseignement n'est pas forcément déconnecté de la réalité, mais en tout cas vous en présente plutôt une facette, et pas forcément la vraie réalité. En tout cas, du point de vue médical, quand on a une expérience qui est extrêmement CHU-centrée, on vit dans de la surspécialité, on a l'apprentissage pas du quotidien, mais du 1 millième en fait. Et lorsqu'on se projette après dans la vraie vie, c'est pas ça qu'on expérimente. Effectivement, on rencontre la douleur des gens, on rencontre le quotidien, et je pense qu'on va vers les métiers de la santé parce qu'on a en soi quelque chose qui fait qu'on aime afficher un sourire sur un visage, on aime avoir cette reconnaissance, et puis avoir finalement ce sentiment du travail bien accompli, d'avoir quelqu'un en face de soi qui est reconnaissant. Et puis c'est de ça dont on se nourrit en fait. Et M. Cotellon disait en tout début du salon qu'il y avait eu une période, et la période Covid, qui avait fait beaucoup de mal aux personnes dans le milieu de la santé, pour une raison simple, c'est que plus ça va, plus on arrive vers une modification du comportement de la population vis-à-vis de la santé de manière générale. On n'a qu'à regarder les réseaux sociaux, ça va être Big Pharma qui va étiqueter. On va avoir une méfiance vis-à-vis des professionnels de santé. Et quand on est investi dans le soin soi-même, et quand on est là pour les patients, finalement on vit ça un petit peu difficilement, puisqu'on s'investit et finalement le retour n'est pas là. Donc cette dissociation n'est pas forcément évidente pour assurer une pérennité dans l'exercice, je trouve. Monsieur Derweiler, peut-être. Alors je vais rebondir, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure par rapport au sens. Alors je crois qu'il y a une méprise originelle quand même au niveau du sens, parce que je pense que certains jeunes qui prennent un poste à l'issue de leur diplôme, c'est le sens qu'eux ils donnent, mais je pense qu'ils n'ont pas compris quand même qu'il y a un sens qui est donné par les publics qui sont accueillis, et que les exigences des publics qui sont accueillis, c'est-à-dire qui savent penser, les familles qui sont de plus en plus exigeantes, et qu'il y a des standards, excusez-moi le mot, il fait un peu mercantile, les standards de production ont changé. Et que visiblement, certains professionnels sont un peu en décalage par rapport à ça, et que du coup, ça explique aussi le turnover. Et il y a 5 ans de ça, on avait accueilli dans mon service une étudiante qui faisait un master en anthropologie. Elle est restée 4 mois. Et elle a fait une étude sur le rapport du travail des nouveaux professionnels. Et les résultats ont été assez édifiants. Dites-nous. Édifiants dans le sens où la notion de prise en charge, c'était leur regard qui portait. Ça ne rejoignait pas les attentes. Et ils étaient vraiment étonnés de savoir qu'un public pouvait avoir des exigences. Sur cette notion de perte de sens. Du coup, c'est pas une perte de sens, c'est la réalité qui donne le sens parfois. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être juste ajuster les formations à un terrain parce que j'imagine qu'elles sont déjà très proches du terrain, ces formations, mais peut-être mieux tâter la difficulté d'un métier sur le moyen terme, sur le long terme, parce que visiblement, ce sentiment de ras-le-bol et de fatigue, il faut appeler un chat, c'est de fatigue et de perte de sens, elle arrive après quelques années quand même. Est-ce que ça, on peut l'anticiper au moment de la formation, sans dépeindre une réalité trop noire, mais juste en dépeignant quelque chose de lucide, de réel? Alors, oui, je vais essayer de tenter de répondre. Alors, je pense qu'il y a effectivement chez certains jeunes l'idéalisation des professions de santé. Effet Covid probablement aussi, avec
Vous avez connu à 20h les applaudissements, etc., les héros de la nation. Sauf que la vraie vie, c'est pas complètement ça. C'est quand même assez compliqué. Notre collègue de l'ordre le disait tout à l'heure, l'environnement de la santé, c'est un environnement difficile, confronté à la douleur, à la souffrance, à la mort, etc. Donc c'est très compliqué. Alors aussi par rapport à ça, pour les jeunes qui rentrent en formation, il y avait l'entretien de sélection avant. Il a été supprimé. Alors on peut le regretter. On avait des erreurs de casting parce qu'en 20 minutes, quelqu'un qui est bien préparé, on n'arrive pas à détecter. Donc voilà, il y avait aussi des erreurs de casting. Donc je pense par contre on a un peu moins de décrochage et d'échecs et d'étudiants qui quittent au niveau national. C'est aussi lié au fait que nous avons beaucoup de candidats pour moins de places, donc la sélection est peut-être un peu plus rude. Pour autant, la sélection actuellement a beaucoup profité, et c'était l'intention de la sélection, c'était de diversifier les profils des candidats qui rentrent dans les formations. Nous avions majoritairement avant des bacs scientifiques, profil S, etc. Aujourd'hui, c'est encore la majorité, mais ça a beaucoup profité aux bacs technologiques et aux bacs professionnels, qui font d'excellents professionnels, mais qui rencontrent des difficultés sur certains apprentissages que d'autres étudiants n'avaient pas. Donc à ce sujet, nous allons mettre en place un dispositif d'accompagnement à la réussite dans nos instituts au CHU, avec un accompagnement de la région. Et on va intégrer les dispositifs de cordée de la réussite qui sont mis en place par le rectorat et l'éducation nationale. L'idée étant de communiquer dès la 3e et d'accompagner les jeunes qui ont une projection pour embrasser une carrière dans la santé. Et de vraiment les intégrer avec de l'observation au sein de nos instituts, sur une séance théorique. C'est quoi un cours pour devenir infirmier? C'est quoi un cours pour devenir aide-soignant? Des séances de pratique. Qu'est-ce qu'on apprend à manipuler? La dextérité, c'est quoi quand on est soignant? Et puis, une immersion aussi en stage auprès des différents publics, que ce soit en santé mentale, les personnes âgées en EHPAD et autres. Donc, on espère beaucoup que ce dispositif permettra vraiment d'avoir des candidats qui, au-delà des compétences académiques ou comportementales à exercer ces professions, auront aussi un choix qui sera vraiment réfléchi. Je ne m'embarque pas dans ces carrières-là si je n'ai pas complètement intégré les exigences. Donc, ça fait partie des... On verra, c'est expérimental, mais je pense que ça peut contribuer à vraiment profiler ceux qui ont envie de s'embarquer dans ces carrières. Peut-être. Isabelle Ougonsay. Le sujet de cet atelier, enfin de cette table ronde, c'est quels besoins en compétences? Bien évidemment que les compétences, elles doivent continuer à évoluer parce que notre système de santé évolue, parce que les patients vieillissent, et parce que les pathologies multiples continuent d'évoluer aussi, et qu'il va falloir développer de nombreuses compétences psychosociales et puis des compétences théoriques extrêmement poussées pour continuer à accompagner notamment les médecins qui aujourd'hui ont besoin de temps médical, ils ont besoin d'être un petit peu... allégé, parce que aussi on a aussi des générations qui sont différentes. On a aujourd'hui des médecins qui ont 30 ans, qui ont une vie, qui ne sont pas des médecins de campagne complètement dévoués pour leurs patients de 6h à minuit, et qui ne travaillent pas les week-ends et les jours fériés, qui ont besoin d'une vie comme l'ensemble des autres professionnels. Et donc il va falloir à un moment donné répondre à ce besoin-là, le besoin de la population. Donc quel besoin en compétences? Mais derrière, quelle reconnaissance de la compétence? Aujourd'hui, on est face à des professionnels de santé qui ont, là je parle des infirmiers puisque c'est l'ordre que je représente, les infirmiers qui ont un bac+3, qui ont aujourd'hui un diplôme d'État reconnu, extrêmement pertinent. Mais aujourd'hui, ils ont très peu d'autonomie, ces professionnels de santé. Ils sont de plus en plus livrés à eux-mêmes, avec de moins en moins d'autonomie. En intra-hospitalier, il y a des protocoles qui leur permettent de travailler en totale autonomie. Bon, très bien, ça effectivement sous couvert toujours d'un médecin à disposition. Mais malgré tout, peu d'autonomie. Donc comment aujourd'hui reconnaître les compétences de ces professionnels de santé qui montent de plus en plus en compétences, et on le verra grâce à la formation IPA, comment reconnaître légitimement ces compétences pour que ces professionnels de santé puissent continuer à donner du sens à ce qu'ils font en se levant tous les matins. Madame Pellassi.
peut-être sur ce que vient de dire, une réaction. Oui, peut-être une réaction, peut-être notamment sur les infirmiers en pratique avancée, parce que c'est vrai qu'on a ouvert la formation à La Réunion, donc ils ont fait leur rentrée universitaire au mois d'août, août 2023. Donc sur 5 mentions, on assure la formation quand même de 4 mentions. Donc ils sont 28 sur les bancs de l'université. Donc c'est évidemment une formation et une promotion que nous allons suivre. L'ARS accompagne aussi ces jeunes, enfin ces jeunes et puis moins jeunes aussi, parce qu'en général, on demande quand même qu'ils aient une certaine expérience professionnelle. Mais nous, ce que nous avons souhaité, c'est accompagner notamment les libéraux pour, dans 2 ans, en fait, des prises de fonctions d'installation au sein de cabinets qui déjà, ils sont déjà tous installés. Et l'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes et qu'ils puissent travailler en fonction des besoins du territoire, parce que, bien évidemment, ce serait quand même dommage qu'il y ait des installations là où on n'en a pas besoin. Donc, en fait, ils sont très attendus dans des lieux où le besoin est fort. Et voilà, donc c'est un souhait, et j'espère que dans 2 ans, on pourra en parler et dire que, voilà, que ça a bien marché et qu'ils sont installés et affectés en tant qu'infirmiers en pratique avancée. Et justement, peut-être sur cette question de déséquilibre territorial, parce que c'est vrai qu'on a parlé pour l'instant de La Réunion dans sa globalité, qui est attractive, effectivement, hein, mais peut-être qu'il y a des zones qui le sont moins, très clairement. On parle de l'Est. On parle peut-être des Hauts aussi, où là, il y a des manques. Je vais me tourner vers le docteur Léger, puisque je sais que vous venez d'ouvrir une clinique. Oui, à Bretagne, oui. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est plus compliqué de faire venir des professionnels du soin dans l'Est, de les maintenir ensuite dans l'Ouest, dans l'Est, pardon. Est-ce que il y a des stratégies, des compensations? Alors, le constat est le même que tout à l'heure du point de vue de l'attractivité. En fait, l'attractivité est difficile sur de la médecine spécialisée. Donc, effectivement, on a plus de difficultés à recruter des psychiatres, en fait, de manière factuelle. Après, dans l'Est, il y a quand même un bassin de population qui a besoin de travail. Donc, finalement, on arrive à trouver des infirmières, on arrive à trouver des aides-soignants, l'attractivité n'est pas un problème parce que les gens sont déjà sur place. Et finalement, c'est d'ailleurs aussi bien de faire travailler les gens sur place plutôt que de faire venir des gens. Donc l'attractivité n'est pas un souci de ce côté-là. Après, l'implantation dans l'Est, elle vient surtout d'un besoin. Et le besoin qui n'est pas comblé jusque-là. Et alors je pense que petit à petit, les acteurs vont s'emparer forcément de ça, parce que ça va être attractif aussi, de toute façon, pour les acteurs d'aller dans l'Est, de toute façon, à un moment donné. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre que ça devienne critique pour le faire. En tout cas, l'attractivité est un problème, oui, encore une fois, pour de la médecine spécialisée, mais de la même manière qu'elle l'est partout ailleurs, dans des territoires où l'accessibilité est difficile. Donc vous mentionnez les Hauts, c'est le cas, mais je dirais que c'est le cas pour le centre de la France, dans la Creuse. C'est le cas où la désertification, au-delà d'être médicale, elle est générale. Ce sont des écoles, ce sont des travail pour les conjoints. On en parlait tout à l'heure. C'est un ensemble, en fait, qui fait que c'est difficile d'être attractif et en même temps de pérenniser. Donc effectivement, on souffre peut-être pas nécessairement trop de notre activité, mais plutôt du turnover, en fait. Donc la Réunion est un territoire extrêmement attractif pour toutes les raisons qu'on connaît, mais on en souffre aussi. Effectivement, j'allais aborder cette question du turnover. Il a été évoqué par M. Derweiler un peu plus tôt, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de on arrive, on reste un peu, et puis soit on s'en va, soit on se redirige vers autre chose. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est observable? Et puis, peut-être essayer d'en comprendre les conséquences. Est-ce que c'est compliqué pour une organisation de faire face à ça, en particulier j'y reviens, mais dans des territoires peut-être un peu plus vulnérables, comme l'Est, parce que je sais que Père Favron, vous êtes implanté un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'ai pas de réponse. Je vais demander à ceux qui... J'ai pas de réponse, je sais pas. Je sais pas pourquoi les gens viennent... Alors, certains professionnels, j'ai pas tout ça. Alors, là, j'ai pas les réponses. Quand quelqu'un postule... C'est un constat que vous faites. C'est un constat. Également. Après, les ressorts qui font que quelqu'un vienne, reste là 5 mois, 1 an, et finalement va chercher ailleurs,
il y a des ressorts personnels. Je veux dire, sa vie personnelle a évolué. Bien sûr. J'en sais rien. Et vous faites comment face à ça? Ah ben, on fait de notre mieux. J'imagine. Non, mais la réponse est un peu... Ben, qu'est-ce qu'on fait? On repart à la pêche. De temps en temps, on a un vivier de professionnels qui n'ont pas été retenus. Et on le rappelle. On a des CDD. Alors, les CDD sont parfois permettent de pallier la difficulté à un moment donné. Mais c'est pas évident. Moi, j'ai Madame envie de dire, Pellassy. dès lors que c'est des CDD désirés, il n'y a pas de souci. En revanche, après, quand les professionnels souhaitent être plutôt stables dans l'emploi, je pense que c'est franchement un levier. C'est vrai que la mobilité dans les établissements, c'est compliqué parce que du coup, donc, on soigne avec des jeunes. On espère toujours que les piliers vont rester parce que c'est eux aussi qui forment leurs collègues. Mais c'est vrai que la mobilité, c'est quand même un vrai sujet. Mais au-delà de la mobilité, donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les garder? Et c'est vrai que parfois des contrats précaires, ça dure pas longtemps. Et je pense que c'est un bon levier aussi pour fidéliser les professionnels de santé. Monsieur Bélier. Peut-être oui, juste en complément, je pense que, et on le voit dans les filières pour lesquelles les formations sont délivrées à La Réunion, ça c'est un enjeu de fidélisation parce que ce sont des formations professionnalisantes, comme ça a été dit. Et la particularité des formations en santé, c'est que la moitié du temps, nos étudiants sont en stage et la moitié du temps en institut. Donc, la période de stage est déterminante pour l'étudiant qui va prendre connaissance d'une structure, qui va se dire « Ah, c'est vraiment super, il y a des activités très intéressantes, j'aimerais bien y travailler ». Alors que lorsqu'on n'a pas de formation sur place, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le cas de l'orthophonie dont vous faisiez l'écho tout à l'heure. C'est plus difficile de recruter parce qu'on a des gens qui viennent de métropole et c'est très bien, il y a besoin de recruter de métropole, sauf que souvent ce sont des personnes qui vont rester 6 mois, 1 an et puis ensuite repartir. Ce qu'on n'a pas comme difficulté. Donc je pense que l'offre de formation sur le territoire, elle est essentielle en termes de bassin de recrutement, ça c'est évident, voire même de fidélisation. Et que si... Madame Pellassy vous êtes tout à l'heure, tous les étudiants qui sont nouvellement diplômés ne trouvent pas forcément un emploi. Alors, ils trouvent tous un emploi, mais pas forcément immédiatement après la sortie du diplôme. Le temps d'accès à l'emploi est rallongé. Et vous l'avez vu, c'est aussi assez fluctuant en fonction des nouveaux projets qui sortent de terre dans les établissements de santé. Il y a eu l'ouverture du Shore il y a quelques années qui a été un appel d'air. Il y a eu le pôle femmes-mères-enfants au sud. Enfin, voilà. Quand on a des structures qui ouvrent, il y a des besoins. Mais c'est vraiment c'est cyclique. Donc je pense que la formation a un vrai levier quand même. Et même s'ils n'ont pas d'emploi, certaines formations s'exportent. C'est-à-dire qu'un jeune réunionnais qui, à 17 ans, rentre en formation, 3 ans plus tard, il est diplômé, c'est peut-être plus facile à 21, 22 ans de partir faire une expérience ailleurs avec un diplôme et de revenir plus tard avec une expérience plus solide. Oui, je voulais juste apporter une précision, parce que c'est un manque dans les échanges. Alors, il y a un aspect qui n'a pas du tout été abordé, c'est l'apprentissage. Et je pense que si on veut travailler la fidélisation, le mieux, c'est de commencer jeune. Et peut-être que là, on peut fixer sur les territoires un certain nombre de jeunes sur des métiers, sur des établissements. Mais en France, en règle générale, l'apprentissage n'est pas forcément, contrairement en Allemagne, on est un petit peu en retard. Mais Alors, juste pour compléter finalement l'apprentissage, donc les formations en santé, pas toutes, mais une bonne partie, sont désormais accessibles par la voie de l'apprentissage. Donc on explore un peu le sujet en se disant sur des filières parfois qui sont aussi en tension, je pense aux infirmiers de bloc opératoire, etc. Mais quand on pose la question aux employeurs, la problématique de l'apprentissage, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Alors, il y a un salaire, une rétribution qui est assurée avec l'employeur et l'apprenti, sauf qu'il n'y a pas forcément un engagement derrière. C'est-à-dire qu'une fois que la formation est terminée, le candidat peut dire moi, je vais aller travailler ailleurs. Donc, c'est quand même un sujet qui peut freiner cet engagement. Voilà. Mais derrière la notion de fidélisation, il y a aussi peut-être, sans doute même, quand on entend les professionnels de santé déjà en place, certains qui quittent un établissement ou qui quittent une voie ou qui quittent une carrière parfois, ils mettent souvent en avant la notion de conditions de travail. Et c'est vrai que je l'ai quand même assez peu entendu autour de la table pour l'instant, la notion d'organisation de travail, de conditions de travail. Est-ce que ça joue aussi de proposer des... J'entendais
Par exemple, hein, c'était Lionel Calange hier qui était à votre place et qui disait que lui, au CHU, ce qu'il pensait expérimenter, c'est le travail sur 12 heures. Voilà. Donc 3 fois 12 heures, 3 jours. Est-ce qu'il y a des possibilités, vous interrogez sur des évolutions possibles de conditions de travail pour les soignants, pour votre personnel, ou pas? Tous les établissements réfléchissent aux conditions de travail, c'est un vrai sujet, hein. Donc il y a un projet, dans le projet d'établissement du CHU, je pense que notre directeur général l'a abordé très certainement hier, il y a un projet social, des choses toutes simples, une crèche pour les enfants du personnel, puisque les horaires hospitaliers, c'est 5-6 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir. Et trouver une nounou à ces horaires, c'est compliqué. Donc une crèche d'établissement, donc ça fait partie des projets. La question aussi de la maison du bien-être. Il y a des espaces, ça a été médiatisé d'ailleurs récemment. Au Tampon, on a ouvert pour le CHU un espace de bien-être pour les personnels où ils peuvent aller se reposer et couper un petit peu et faire baisser la tension professionnelle. Et puis les horaires en 12 heures. Oui, alors c'est bien, mais il faut... Ça ne correspond pas forcément à tous les publics non plus. Quelqu'un qui est en fin de carrière n'a pas forcément envie de faire 12 heures consécutives parce qu'elle va mettre 2-3 jours à récupérer, ce qui est tout à fait légitime. Un professionnel un peu plus jeune sera peut-être plus propice à ce type d'organisation puisque ça lui laisse du temps libre. Il va travailler 3 jours une semaine et puis après, il aura le reste du temps pour aller faire du surf et autre chose. Voilà. Madame... Oui, je reviens effectivement sur ce que disait Franck Bélier. C'est des conditions qu'il faut adapter aussi aux besoins des professionnels de santé. C'est-à-dire que là, la priorité, c'est pas faire des propositions, c'est d'abord de recenser les besoins. Il faudrait déjà s'intéresser à ce dont ont besoin, parce que là, on a en plus un mix de générations. Les X, les Y, les Z, les Delta. Donc il va falloir aussi peut-être s'intéresser déjà à ce dont ils ont besoin. Ils veulent du Wi-Fi dans les établissements, mettons-leur du Wi-Fi à disposition. Ils ont besoin de travailler en 12 heures, ils ont besoin d'une crèche, go. Mais effectivement, la priorité, c'est ça. De quoi ont-ils besoin ? Et puis, il y a un problème, alors là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais un problème qui est récurrent et qui reviendra éternellement, je pense, c'est effectivement cette notion de précarité dans les contrats. Aujourd'hui, on a des étudiants qui sortent de leur diplôme d'État et qui ont des contrats de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est récurrent. Alors c'est normal, l'établissement a besoin de sécuriser aussi ses postes, il a besoin de s'organiser, enfin, c'est une grosse machine, hein. Il y a énormément de professionnels de santé qui travaillent à l'intérieur, mais malheureusement, ça laisse sur le carreau de nombreux professionnels qui aujourd'hui ont besoin d'acheter une voiture, acheter une maison, contracter un crédit, et qui, là, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation précaire parce que les contrats sont vraiment très, très limités. Merci. Tenez. Oui, effectivement, les notions de QVT, qualité de vie au travail, etc., ce sont des choses qui reviennent assez souvent, que ce soit sur la réorganisation des soins, sur le passage aux 12 heures. Je pense qu'il y a aussi, de manière intrinsèque dans les établissements de santé, la fluidification des parcours, essayer de travailler de manière coordonnée, savoir collaborer. Comment on met ça en place ? Dans un service, pour faciliter la communication, on peut mettre en place une infirmière coordinatrice, par exemple, qui va faciliter le travail du médecin pour fluidifier le parcours du patient. En même temps, ça va faire le lien avec les autres équipes. Ça va permettre de créer du lien, encore une fois, de la collaboration. On parle des besoins dans les métiers de la santé à La Réunion. Je pense que la coordination, c'est quelque chose d'important sur un territoire qui est restreint, qui est limité. Je pense qu'il faut que les acteurs se connaissent les uns les autres. Il faut créer de la confiance. Si on veut développer des filières, il faut pouvoir aussi avoir des personnes fixes. Donc l'un et l'autre, on est toujours un petit peu embêté parce que si on n'a personne fixe, comment développer des filières ? Et inversement, si on développe une filière mais qu'on n'a personne de fixe, c'est compliqué. Donc il faut réussir à coordonner tout ce petit monde. Mais pour ça, il faut fluidifier, à mon avis, le quotidien. Et pour ça, il faut effectivement partir des besoins et donc interroger finalement les soignants sur qu'est-ce qui vous faciliterait finalement votre exercice, quoi. Et je pense bien souvent, c'est créer du sens dans les projets médicaux d'établissement ou paramédicaux, ou voilà, dans ce genre d'idée, à mon avis. Oui, dans pas longtemps. J'en ai encore... Juste peut-être sur un sujet qui a été évoqué, mais qui peut peut-être être un levier pour garder du personnel ou pour le fidéliser ou peut-être même pour améliorer les conditions de travail, c'est la notion de formation continue. Est-ce que ça, c'est un bon levier ? C'est quelque chose qu'il faut développer, selon vous, pour les soignants ?
Alors, oui, de toute façon, c'est une obligation. Ça s'inscrit dans une démarche qualité aussi, de savoir se reposer les questions de manière régulière. On parle de compétences dans les métiers de la santé. C'est primordial déjà d'avoir cette démarche qualité, de pouvoir se poser les questions, est-ce que je suis à jour ? D'avoir une veille bibliographique aussi, de se renseigner, parce qu'on voit avec la crise Covid, mais on voit avec tout un tas d'autres choses qui étaient vraies il y a 5 ans, ne l'est plus aujourd'hui, ne le sera plus dans 5 ans. Donc il faut se réactualiser. Donc cette formation continue, obligatoirement, il faut qu'elle ait lieu, et il faut qu'elle ait lieu à La Réunion pour impliquer les gens beaucoup plus facilement dans cette formation-là. Ne pas obliger les gens à devoir partir. Et pour le coup, je pense que ce deuxième cycle des études médicales à La Réunion, c'est une excellente chose, ne serait-ce parce que déjà, on va éviter d'éloigner les familles. Financièrement aussi, c'est un coût. Les études de médecine, même si parfois on entend que c'est relativement financé, quand un étudiant réunionnais part en métropole, il y a un loyer à payer, il y a les billets d'avion à payer. Quand il doit revenir, il y a l'éloignement. Il y a de plus fortes chances probablement d'échec, en tout cas sur une première année de médecine quand on est éloigné de ses proches. Bref, la proximité, à mon avis, est importante. Et dans la formation continue, c'est inhérent à l'activité de tout professionnel de santé de toute façon. Et il y a une demande donc, pour la formation continue chez vos personnels. Ah oui, il y a une forte demande. Le problème, c'est que les budgets de formation se réduisent comme peau de chagrin. Et c'est difficile parce que les demandes sont importantes. Les formations sont coûteuses, donc il faut répartir. Et les formations obligatoires que l'employeur va imputer d'emblée. Nous, ce qu'on fait, on favorise l'imputation de certaines formations sur le CPF. Donc les salariés possédataires l'acceptent. Alors justement, juste comme je suis entouré de trois spécialistes là, j'ai juste posé une question parce que c'est par rapport à la mobilité des personnels en interne, je parle. Hein, c'est pas on quitte la fondation pour aller ailleurs, qu'importe. Ça c'est mon avis. Hein, je peux me tromper, mais j'aimerais être éclairé là-dessus. C'est le manque de porosité entre les formations, par exemple aide-soignant, AMP. Ce qui fait que le personnel se retrouve coincé à certains moments. Et ça crée aussi des frustrations et des unicités de pensée qui coexistent, qui cohabitent. Alors, effectivement, vous avez raison. L'orientation nationale, depuis quelques années, on va dire depuis 2016, je ne sais pas si vous êtes au fait, mais en fait, en 2016, il y a eu la grande conférence de santé qui faisait suite à la loi de santé, la loi Touraine à l'époque d'ailleurs, et qui portait vraiment sur l'orientation des formations en santé en France, mais formations en santé au sens large, c'est-à-dire médicales et non médicales. C'est ce qui a conduit d'ailleurs et a posé les bases de la réforme du premier, deuxième et troisième cycle qui est en train de se mettre en œuvre, et où on est sur une approche compétence maintenant chez les médecins, et également sur l'universitarisation des professions de santé non médicales. Tout ça, c'est vraiment la démarche qui date, le point d'ancrage, c'est 2016. Et un des points d'ancrage aussi dans cette stratégie nationale, c'était de développer l'interfiliarité. On part de l'idée que les professionnels de santé, en gros, se connaissent pas trop entre eux. Un infirmier, c'est pas trop ce que fait un AMP, il sait pas trop ce que va faire forcément. Il a une idée, l'ergothérapeute. Et pour autant, on doit tous travailler dans un même objectif, c'est de prendre en charge ce patient. Et c'est pas au patient d'aller vers les professionnels, c'est aux professionnels d'aller vers le patient. Donc le pari du ministère, qui est tout à fait pertinent et auquel je souscris complètement, c'est de se dire, dès la formation initiale, initions-les à travailler ensemble et apprendre ce que font chacun des professionnels. Donc 2018, par exemple, pour illustrer ce dispositif et cette ambition, a été mis en place le service sanitaire des étudiants en santé. C'est-à-dire tout étudiant en santé, aujourd'hui, en formation supérieure, ça ne concerne pas les aides-soignants, mais les ambulanciers, mais infirmiers à La Réunion, sages-femmes, kinés et étudiants en médecine, font pendant 3 semaines des actions de prévention primaire en interfiliarité, c'est-à-dire qu'un étudiant en médecine va travailler avec un étudiant kiné et un étudiant infirmier ou une sage-femme sur des thématiques que l'on travaille avec l'ARS pour répondre aux besoins de santé du territoire et avec le rectorat, puisqu'on a un partenariat privilégié auprès des publics collégiens ou lycéens. On travaille par exemple sur les addictions, donc c'est extrêmement pertinent. Et on se rend bien compte qu'il y a quelques chocs culturels entre les étudiants infirmiers regardant les étudiants en médecine en se disant voilà, on ne sait pas trop, etc. Et finalement, ils se rendent compte que
chacun apporte sa contribution au projet et que c'est extrêmement pertinent. Donc ça, c'est un des exemples. Mais c'est aussi vrai en formation continue. De plus en plus, on ouvre les formations continues. Alors, historiquement, on était plutôt aux formations destinées aux médecins que pour les médecins, voire même sur telle spécialité. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des propositions de formation continue pluriprofessionnelles. Un exemple, sans rentrer vraiment dans le détail, il y a une problématique de santé publique à La Réunion sur la prise en charge notamment des parturientes. Quand ça se complique après un accouchement, il peut y avoir une hémorragie, ce qu'on appelle l'hémorragie du postpartum. Ça va impliquer le gynécologue, ça va impliquer la sage-femme, ça va impliquer l'anesthésiste, les infirmiers de bloc, etc., qui tournent autour. Donc on a mis en place des formations depuis plusieurs années déjà sur la prise en charge en simulation de ce type de patient. Et c'est extrêmement pertinent. Parce qu'on travaille non seulement sur les aptitudes techniques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait techniquement, quelles sont les dernières recommandations, mais aussi sur le management d'équipe. Pour faire une métaphore un peu actuelle avec la Coupe du Monde de rugby ou la Coupe du Monde de football, si on met les meilleurs joueurs du monde dans la même équipe, c'est pas forcément la meilleure équipe du monde. C'est pareil dans une prise en charge d'une patiente ou de n'importe quelle situation. Il faut quelqu'un qui prenne le leadership, et ça s'apprend. Et on n'est pas forcément formé à ça en formation initiale. Donc, pour répondre à la question, la formation continue, comme la formation initiale, sont vraiment inscrites dans une stratégie nationale de développer l'interfiliarité. Alors, en formation initiale, et avec toute la réserve qui s'impose, je trouve que les programmes de formation aujourd'hui sont encore trop réfléchis par filière. Je rêve de troncs communs à certaines professions de santé. Alors, pas forcément tout le monde, mais des troncs communs au métier de la rééducation, par exemple. On a les kinés, on a les ergothérapeutes, on a les psychomotriciens, on a l'orthophonie, qui est un métier de rééducation. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des premières années communes ou des semestres communs? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que c'est réfléchi encore. On est encore sur une approche corporatiste par métier. Voilà. Enfin, on pourra en parler longuement parce que c'est un sujet. Alors, une question du public. Oui, bonjour, je suis le public. Pardon, je suis infirmier libéral. Et ce que je regarde depuis 45 minutes, c'est que j'aimerais bien que vous sortiez un peu de vos structures. Parce que vous savez qu'en dehors de l'hôpital, 80% du temps, le patient, il est chez lui, entouré de professionnels de santé. Et j'ai eu envie de réagir à plusieurs moments quand vous avez cité des mots comme vous avez apprentissage. Moi, je vous renverrai aussi compagnonnage. Le compagnonnage est très important une fois qu'on est dans le monde du travail, en dehors de l'hôpital. On est isolé, les libéraux sont isolés, ils ont besoin d'être aidés, d'être entourés et de pouvoir collaborer, comme tu l'as parfaitement dit, Romain, et pour travailler autour du patient, autour du parcours. Et là, moi, je dirais même pas autour du patient, mais avec le patient. Et en tant qu'infirmier libéral, on est très demandeur de travailler avec l'hôpital. Les libéraux s'organisent. La loi Marisol Touraine, comme vous disiez, elle a instauré des communautés professionnelles territoriales de santé. Et là, il faut que chaque professionnel de santé, qu'il soit en libéral, dans le public, en privé, travaille ensemble à ces parcours de patients. Et le troisième point, quels sont les besoins en compétences? Ils sont énormes. Les infirmiers, moi je suis infirmier, une demande de travailler sur nos compétences, de faire valoir nos compétences à une population qui en réclame de plus en plus à juste titre. Les patients, quand ils voient un infirmier, ils veulent un infirmier qui soit compétent, qui ait les connaissances et qui soit capable de travailler en coopération étroite avec les médecins hospitaliers, avec les rééducateurs et avec les spécialistes. Et ça, on n'y est pas encore. Là, il y a encore énormément de travail. Et moi, ma question principale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont, donc dans les formations initiales, pour préparer ces futurs professionnels de santé à travailler non seulement à l'hôpital, mais à diffuser leurs compétences et à être habitués à travailler en communauté, à pouvoir partager, et toujours avec cette fixation, cette idée fixe de augmenter, parfaire ses compétences. Merci. Le stage notamment, le stage en libéral, on voit que ça peine parfois à s'organiser, mais à mon avis, c'est un bon levier. On en parlait là cette semaine en copil stage, un copil régional où justement on évoquait la possibilité que les étudiants soit infirmiers puissent faire des stages en libéral avec en obtenant un agrément, bien sûr, on ne peut pas les envoyer comme ça sur les terrains de stage. Il faut évaluer la qualité du terrain de stage et du coup pourquoi pas, c'est une possibilité. Effectivement, sur les formations d'infirmiers, les terrains de stage libéraux sont des acteurs et des partenaires depuis longtemps.
On a, alors j'ai pas le chiffre de cabinets libéraux, mais en fait, on a quasiment en permanence des étudiants qui vont en stage sur des cabinets libéraux, donc ça c'est extrêmement important. Ils découvrent cet environnement. C'est une pratique professionnelle évidemment qui répond aux bonnes pratiques et il n'y a pas de souci, mais c'est un exercice différent. Donc, et parfois ça amène à des vocations. Il y a des étudiants qui nous disent vraiment, j'ai découvert et j'ai envie d'exercer sur une activité libérale. Et puis, par contre, on a besoin effectivement. Alors, la problématique, et c'est vrai pour tous les métiers, hein, les masseurs-kinésithérapeutes vont en stage en libéral de façon très importante. C'est aussi 80% de l'activité des kinés. Hein. 80% de la population infirmière kiné travaille en libéral. C'est vrai à La Réunion, mais c'est vrai aussi sur le territoire national. Mais par contre, on a une difficulté quand même, c'est que c'est pas il y a parfois des mouvements importants dans le milieu libéral. Et une question de fidélisation, on met en place des formations de tuteurs pour accompagner et être en phase sur une convergence d'exigences sur la formation entre l'institut et le professionnel qui accueille. Et ça peut être une difficulté, c'est-à-dire que sur certains terrains de stage, ça dépend d'une personne. Si elle s'en va, le terrain n'est plus mobilisable et ça peut être la problématique. Et pour compléter et répondre à votre question de façon complémentaire, sur la formation continue, toutes les formations continues qui sont proposées par notre établissement, en l'occurrence, notamment la simulation, est ouverte également aux infirmiers libéraux et aux autres professionnels libéraux. Même pour les médecins libéraux, on a des formations qui sont exemples. On fait de la prise en charge d'urgence vitale, intra-hospitalière ou intra-établissement. Et ce sont des formations qu'on fait en intra, par exemple dans une clinique ou une structure, un EHPAD, etc. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais juste une question. J'observe en fait ce que font ce qui est exigé auprès des étudiants en médecine. Je voulais avoir la réaction en fait de médecins maintenant installés. Est-ce que vous trouvez normal qu'un étudiant en médecine, déjà, il doit se payer 10 ans d'études et apprendre près de 20 ou 30 documents, des bouquins, des documents, etc. En fait, ce qui me fait réagir, c'est de voir l'exigence que l'on impose à ces étudiants en médecine en France par rapport à ce qui est exigé par ailleurs. Et c'est pour ça que l'on retrouve des étudiants qui se retrouvent en Roumanie ou ailleurs, je ne sais pas, où les exigences sont moins fortes. Je voudrais avoir votre sentiment par rapport à ça. Du coup, je peux difficilement dire le contraire, dans un sens où la première année de médecine, alors moi j'ai vécu avant la PACES, c'était comment ça s'appelait ? Ça s'appelait la P1. C'est une première année commune, mais avec effectivement la pharmacie, je crois. Il devait y avoir sage-femme. Enfin voilà, c'était un peu mixé. Il y avait des choses qui n'étaient pas forcément intelligibles, surtout quand on a 17 ans, la radioactivité, ce genre de choses-là. La sélection s'était faite comme ça. C'était une sélection qui était faite sur la capacité d'ingurgiter un certain nombre d'informations, de les comprendre plus ou moins, je dirais, finalement. C'est pour ça qu'il y a un choc, en fait, après, en deuxième année de médecine, troisième année de médecine, où là, on est sur de la clinique, sur ce qu'on appelle la sémiologie, le symptôme, le sens de la maladie. Mais là, on est sur de la médecine beaucoup plus pertinente dès l'arrivée en deuxième année de médecine, troisième année. Quatrième année, on est auprès du patient. Alors, tout dépend des facultés. Moi, dans la mienne, à l'époque, donc c'était à Poitiers, par exemple, c'était tous les matins, j'étais auprès des patients dans des services, je changeais tous les 3 mois. Et c'est ça qui était le plus enrichissant pour ma part, parce que je préférais apprendre sous la forme d'un compagnonnage auprès d'un médecin titulaire, auprès d'un interne, auprès des infirmières, auprès des aides-soignantes. Et on parlait tout à l'heure de la multidisciplinarité, en fait, sans citer le mot, on l'a dit. J'apprenais autour des gens qui étaient autour de moi, finalement, plus que du théorique. Et en fait, c'est cet apprentissage-là au centre hospitalier, même si c'était un CHU, et comme je disais tout à l'heure, c'est du 1/1000e, c'est-à-dire que ce que je vais voir, c'est pas représentatif de ce qu'il y a dans la vie de tous les jours. Néanmoins, cet apprentissage était nécessaire. Alors, ce qui est difficile, c'est pas tant d'ingurgiter toutes ces informations, de les mettre dans l'ordre et de les restituer, c'est plutôt ce qui est autour. C'est une espèce peut-être de ce qui est vécu comme une maltraitance hospitalière, mais ça on le sait, c'est pas nouveau.
La population des internes, des étudiants en médecine est une population qui est extrêmement sujette au syndrome dépressif, au suicide également, hein, ça faut le rappeler. Mais parce qu'en fait, c'est une machine, le CHU c'est une grosse machine. Je parle pas de la Réunion, je ne connais pas, mais pour d'autres CHU, c'est une machine en route avec des gens qui sont implantés depuis très longtemps, une espèce d'autorité qui est là, qui est difficile. Et quand on est jeune étudiant, on est déjà impressionné par un milieu plutôt difficile, le soin, des personnes dans la souffrance, des personnes inquiètes, avec de la fin de vie, avec de la maladie, et pas que des choses heureuses, heureusement. Et bien finalement, c'est ce mélange d'émotions qui va être vécu difficilement. L'exigence, je pense, théorique et pratique, elle doit être là pour garantir une qualité des soins, et je pense que en France, on n'est quand même pas mauvais, mais parce qu'aussi on est capable d'avoir une formation qui est relativement exigeante. Donc cette formation-là, à mon avis, elle est exigeante à juste titre. Par contre, c'est ce qui est autour. C'est finalement une espèce de pseudo-maltraitance ordinaire, finalement, mais qui est vécue par des infirmières dans les services, qui est vécue par les aides-soignantes dans les services. Et chaque étudiant devient un peu l'éponge de son service, qui peut être parfois dysfonctionnel. Peut-être... Pardon. Juste en complément rapidement, effectivement, la réforme des études médicales sur l'approche compétence, c'est tout à fait récent, hein, puisque, et notamment l'accès à l'internat est modifié. Vous savez que les fameux ECN, examens classeurs nationaux, étaient exclusivement basés jusqu'à cette année sur des QCM et vraiment des restitutions de connaissances à partir des collèges, comme vous dites, sur l'ensemble des spécialités. Ça, c'est réformé et il y a une partie clinique. Donc, il y a 60% de la note qui sera sur les ECN, il y a 40% de la note qui sera sur des mises en situation clinique. Donc, vraiment sur une approche compétence, ce qu'on appelle les ECOS, hein, ce sont des examens cliniques structurants, peu importe, et qui seront évalués en présentiel avec un jury de médecins sur des situations cliniques assez classiques. Il y a 360 situations, 365 items qui sont à travailler sur le fin de premier et deuxième cycle. Et puis, il y a une partie de la note aussi qui sera sur les investissements autres de l'étudiant, s'il a fait un stage à l'étranger, Erasmus ou autre. Voilà. Donc, ça a vraiment changé Et les études vont forcément, dès lors que le classement national change, les études changent aussi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus centré sur l'analyse de cas cliniques. Bien évidemment, il faut des connaissances. Et le modèle français est plutôt pertinent de ce point de vue, mais il faut davantage travailler sur l'approche compétence. Les connaissances médicales sont énormes. C'est plus comme il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a des spécialités dans les spécialités. Un cardiologue va être spécialisé sur un domaine précis de la cardiologie. On ne peut pas demander à des externes de connaître, d'avoir l'expertise d'un expert dans l'expertise. Donc il faut forcément et cette réforme a tout son sens dans cette dimension-là. Je vous remercie pour la réponse. Non, mais tant mieux qu'il y ait la réforme, parce que avaler des quantités d'informations pour finalement répondre à des QCM, vu de l'extérieur, ça n'a pas de sens. Surtout qu'après, ces médecins-là se retrouvent avec des médecins qui viennent d'ailleurs, et je ne sais pas si les exigences sont les mêmes ailleurs. C'était juste ça qui m'interpellait. Bon, vous avez répondu à ma question, c'est formidable si ça change. Madame, juste un petit parallèle quand même. Le fils d'un collègue a fait une école de design à Paris, d'accord, qui prédestine à dessiner. Elle s'est farcie 2 ans de l'histoire de l'art. Donc, parce que ça fait partie des prérequis. Après, juste pour compléter, d'un point de vue médical, on peut difficilement traiter... Alors, on parle effectivement, il y a une trentaine de bouquins, voire plus, hein, quand on prend les compléments après. En fait, pour arriver, à mon avis, à mon sens, à être compétent en médecine, il faut avoir une vue d'ensemble. Il faut voir, pas les organes les uns à côté des autres, mais voir la synergie entre chaque organe. Et pour à mon avis, arriver à prendre quelqu'un dans sa globalité, il faut pouvoir déjà être capable d'avoir une étendue de connaissances suffisante avant de pouvoir aller en précision. Donc, c'est une prise de recul, mais pour cette prise de recul, il faut quand même ingurgiter énormément. Et après, on peut aller au fur et à mesure. Et finalement, les études de médecine, la manière avec lesquelles elles sont organisées, sur le plan des matières, en tout cas, alors, moi, quand je les ai passées, quand je les ai faites, c'était dans ce sens-là. C'était d'abord, on a cardio-pulmonaire, neuro, quelque chose, et puis après, on rentre dans le détail, et après, on rentre dans la thérapeutique, et après, on va plus loin. Et c'était pas juste pathologie,
diagnostic, traitement, et puis on enchaîne les pathologies. C'était comprendre la physiologie dans son ensemble, mais pour ça, effectivement, il faut ingurgiter. Je peux revenir, pardon, un petit peu sur les formations. Je me suis peut-être mal fait comprendre. La formation initiale, c'était pas par rapport au tutorat, par rapport à préparer au libéral, l'exercice libéral. C'était préparer à la pluriprofessionnalité, à ce qui se passait dehors et ce qui se passait sur le terrain. Tu l'as dit parfaitement, effectivement, les études évoluent. Moi, j'ai fait mes études dans les années 90. Je n'ai pas appris tout ce qui se passait en dehors de l'hôpital, de l'organisation des professionnels de santé. Et je vais vous donner un exemple très précis. Là, on travaille actuellement sur le secteur nord, sur les violences intrafamiliales, et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte qu'aucun professionnel de santé n'était préparé en amont sur ne serait-ce que le repérage des violences intrafamiliales. Il y en a un pourcentage phénoménal ici à La Réunion. Il y a des assises contre les violences intrafamiliales qui sont faites, et on s'aperçoit simplement 15% des femmes victimes des VIF, des violences intrafamiliales, passent par leurs professionnels de santé. Ça veut dire qu'on passe totalement à côté. Et là, il y a la nécessité de s'adapter à l'organisation d'un système de santé, mais à l'organisation aussi de s'adapter à la maltraitance, au bien-être des professionnels de santé et à l'actualité, enfin ce qui avant ne nous préoccupait pas tant que ça, et qui maintenant devient un phénomène extrêmement important, le repérage des violences intrafamiliales. Et si les professionnels de santé ne sont pas formés à ça, qui va l'être? Peut-être je peux me permettre pour répondre. Effectivement, vous avez tout à fait raison. La seule problématique rejoint la question de madame, c'est-à-dire que les connaissances sont telles aujourd'hui qu'une formation d'infirmier, par exemple, qui dure 3 ans, on ne peut pas passer un mois sur toutes les thématiques, c'est pas possible. Donc il y a une sensibilisation forcément sur tous ces sujets. On en a discuté encore il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine des addictions la semaine dernière, quelque chose comme ça. Et les personnes qui travaillent là-dessus sont des experts du sujet, voulaient qu'on passe une semaine avec nos étudiants sur le sujet. Je dis, mais vous êtes bien, mais il n'y a pas que ça dans le programme. Enfin, des infirmiers généralistes, on ne peut pas passer une semaine sur les addictions, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on fait une croix sur d'autres compétences qui sont... voilà, donc je pense qu'il faut bien prendre en compte que nos formations sont généralistes et que ça va être après à la prise de fonction qui vont développer des compétences plus spécifiques. Et je pense que la formation d'adaptation à l'emploi et la formation continue y contribueront et doivent y contribuer. Un infirmier qui est jeune diplômé n'est pas prêt à travailler en réanimation et être autonome. C'est pas possible. C'est la même chose en urgence. C'est la même chose en santé mentale. Il est pas... Donc, on a tellement de spécialités qu'il faut accompagner à la prise de poste et mettre en place des formations plus larges après le diplôme. Une dernière question, vraiment, parce on est hors... Je voulais revenir sur le recrutement. Et je vous confirme, parce que je suis dans le domaine de l'orientation, il y a un engouement pour les professions de la santé et même du soin, métier du bien-être et tout ça. Moi, j'aimerais savoir, vous parlez du regret de la suppression de l'entretien au moment du recrutement. Du coup, quel était l'objectif d'avoir décidé de supprimer l'entretien ? L'objectif national, je ne le connais pas, c'était de simplifier surtout et d'harmoniser les modalités de sélection après le bac. À l'époque, ça s'appelait, je me souviens plus comment ça s'appelait, le logiciel APB. Voilà, c'était APB et ça a été décliné et développé pour les autres formations. Alors, l'objectif aussi, c'était de démocratiser l'accès aux formations, notamment pour la réforme de l'accès en médecine avec PACES, puisqu'on savait, mais c'était la même chose pour les concours comme infirmier, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait une prépa, c'est-à-dire qu'on avait le bac à 17 ans, on faisait une prépa d'1 an et on pouvait espérer rentrer dans un IFSI à 18 ans. Donc on perdait 1 an et on perdait quelques milliers d'euros avec les prépas. Donc le ministère, et il y avait une rupture d'égalité à l'accès à ces formations, puisqu'il y avait forcément un critère économique si les parents pouvaient payer ou pas. Donc c'était un des objectifs qui était clairement affiché par le ministère en disant déjà on perd 1 an. Qu'est-ce qu'apportent ces prépas pour préparer vraiment un entretien qui finalement n'apportait pas... Enfin, j'ai un avis sur le sujet, mais de mon point de vue, n'apportait pas de plus-value. Quand on est bien préparé à un entretien en 20 minutes, on passe à côté des choses en tant que jury. Non, elle n'était pas obligatoire. Sauf que à partir du moment où c'est sélectif, le malheureux candidat qui n'a pas fait une prépa, il ne rentrait pas dans les attendus et c'était plus compliqué pour lui de rentrer. Voilà. Donc la sélection par Parcoursup, c'était vraiment
au mérite, c'est-à-dire j'ai un bon dossier scolaire, j'ai un parcours académique extrêmement favorable. Ben, pour faire court, mais dans la sélection Parcoursup, il y a 3 briques qui sont prises en compte. Il y a une brique note, depuis la première. C'est-à-dire toutes les notes depuis la première sont prises en compte avec des coefficients qui sont portés sur chaque matière. Si j'étais en maths, je vais avoir coef 4. Si j'ai en philo, je vais avoir coef 2. Enfin voilà, ce sont des outils nationaux. Il y a la fiche à venir. C'est l'avis du prof principal, du chef d'établissement. Ça, c'est transformé en note également. Donc ça, je dirais, l'étudiant, l'élève investi, qui a démontré son envie de suivre une formation en santé, etc., il va être bien noté. Et puis il y a la 3e brique qui compte pour un tiers, qui est son projet motivé et la lecture globale du dossier, qui est lu par un jury, un binôme. Donc vous voyez que c'est plus du tout pareil en termes d'égalité et c'est vraiment au mérite. C'est-à-dire celui qui a un bon dossier, il a des grandes chances d'être pris. Celui qui était bien préparé, avant, il avait de grandes chances d'être pris. Il n'a pas forcément un bon dossier. Après, chaque dispositif a ses limites. Alors, juste une dernière question, mais parce que moi, ça m'intéresse vraiment personnellement, et je voudrais avoir l'avis de Madame Pélassy sur le sujet. C'est qu'il y a 2 organismes paritaires qui ont dit qu'il y aurait un besoin de 1000 personnels dans le domaine du soin et du médico-social dans les 3 prochaines années à La Réunion, notamment à cause de départ à la retraite. Donc ça, c'est acté, c'est programmé. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet, vigilant sur ce sujet ? Je dirais qu'une vigilance s'impose, mais pas d'inquiétude, je pense quand même. Hein. Pas d'inquiétude quand on voit quand même le nombre de candidats sur Parcoursup. Et le rôle de l'ARS, c'est aussi d'adapter l'offre aux besoins. Et donc, on a quand même des outils aujourd'hui pour suivre l'évolution et les besoins. Donc, voilà, je ne suis pas inquiète. On suit de très près tous les chiffres. Merci. Notre réaction sur ce sujet avant de clore. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup. À vous. Merci.